Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du mystère des pyramides. Et du mystère de Fukushima. Et du mystère des volcans. Enfin bon, on va parler de beaucoup de mystères, mais surtout, on va parler de tomographie muonique. Mais quel peut bien être le rapport entre les pyramides d'Égypte, Fukushima et les volcans? Eh bien, il s'agit de trois gros trucs qu'on peut voir de loin, mais dont il est impossible de voir à l'intérieur. Du moins, jusqu'à présent. Car c'est là qu'entre en jeu le muon. Un muon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une particule subatomique instable, car un muon n'est pas du tout immuable, qui sur Terre apparaît à haute altitude, lorsque les vents solaires frappent la haute atmosphère. Ce qui est intéressant, c'est que le muon est à la fois d'une taille suffisamment petite pour pouvoir passer à travers la matière, mais également suffisamment grande pour pouvoir être absorbé. Parfois. Ainsi, si l'on a un matériau, et que d'un côté on place une plaque sensible au muon, et de l'autre on envoie un flux de muons, selon la densité de matière rencontrée, on obtient un résultat contrasté. Si la matière absorbe peu les muons, on en recevra beaucoup sur la plaque. Si elle en absorbe moyennement, on en recevra moins. Et enfin, si la matière est très dense, on en recevra peu. On obtient alors ce qu'on appelle un muogramme, c'est-à-dire une image qui représente les différentes densités de matière rencontrées par le flux de muons. Et c'est ça, la tomographie. Ah bon? Tomographie, ça ne veut pas dire écrire sur l'atome? Et non. Et ça ne veut pas non plus dire écrire avec de l'atome? Non plus, non. Historiquement, la première application de la tomographie muonique, c'est pour les grandes pyramides. Dans les années 60, Luis Alvarez, prix Nobel de physique 1968 pour ses travaux sur les particules élémentaires, a entrepris de rechercher une chambre interne cachée dans la pyramide de Képhren. D'ailleurs, c'est son fils qui a émis l'hypothèse que l'extinction des dinosaures serait due à la chute d'une météorite. Aucune pression pour le petit-fils. Quoi qu'il en soit, cela n'a mené à aucune découverte. Mais le projet de découvrir des chambres internes cachées a été repris en octobre 2015 par la mission Scan Pyramid. En octobre 2016, ils ont trouvé une première cavité dans la face nord-est de la Grande Pyramide, puis une seconde cavité dans la pyramide de Képhren qui avait été étudiée par Alvarez. On peut expliquer ces différences de résultats par l'amélioration des technologies entre aujourd'hui et les années 60. Néanmoins, des cavités étaient déjà connues dans les pyramides, et les cavités découvertes étaient de taille réduite. Mais surtout, la grande découverte est intervenue en novembre 2017, lorsqu'un grand vide d'une longueur minimale de 30 mètres a été découvert à proximité de la Grande Galerie. Il ne faut pas avoir trop d'espoir car il y a zéro chance qu'il s'agisse d'une chambre funéraire cachée, vu que la pyramide contient déjà une chambre funéraire avec un sarcophage, mais ce grand vide pourrait néanmoins nous fournir de nombreuses informations sur la manière dont ont été construites les pyramides. Il pourrait s'agir d'un moyen de réduire la pression qu'exerce le haut de la pyramide sur la chambre royale, ou alors il pourrait s'agir d'un vide ayant servi à installer des contrepoids afin de hisser les blocs de granit gigantesques de la Grande Galerie. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de la construction des pyramides à l'aide d'une rampe interne qui avait été formulée en 2007 par l'architecte français Jean-Pierre Houdin semble infirmée, car on n'a trouvé aucune trace de cette rampe interne. Deuxième application de la tomographie muonique, Fukushima. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 a eu lieu au large de la côte pacifique du Japon. Il a provoqué un tsunami et des vagues de 15 mètres ont atteint la centrale de Fukushima Daiichi sur la côte, ce qui a mis hors service le système de refroidissement principal de la centrale. Les groupes électrogènes de secours sont également tombés en panne. Couplés à une série d'erreurs humaines, ces défaillances ont provoqué l'arrêt complet du refroidissement des 4 réacteurs nucléaires. Ce défaut de refroidissement a provoqué la hausse des températures jusqu'à 2500 à 3000 degrés à l'intérieur des cuves des réacteurs nucléaires, ce qui a provoqué la fusion du cœur des réacteurs. Concrètement, ça veut dire que s'est formé ce qu'on appelle un chorion, c'est-à-dire un mélange extrêmement chaud et radioactif des anciennes barres de combustible, c'est-à-dire l'uranium, des barres de contrôle et des éléments de la cuve. On pense que dans le réacteur numéro 1, cela s'est produit environ 3 heures après le séisme, et 2 heures plus tard, ce chorion a percé le fond de la cuve. Dans les réacteurs numéro 2 et 3, cela s'est produit un peu plus tard, entre 40 et 77 heures après le séisme. La grande question, c'était la localisation de ce chorion. Car s'il venait à toucher la nappe phréatique, cela pouvait avoir des conséquences extrêmement graves. Et, de plus, le localiser permettait éventuellement de le récupérer pour décontaminer le site à plus ou moins longue échéance. Néanmoins, du fait de la haute radioactivité du lieu,
Il était à la fois impossible d'y envoyer des gens, pour des raisons évidentes, mais également extrêmement difficile d'y envoyer des robots, qui auraient eu une durée de vie assez faible dans ce milieu hautement radioactif. C'est pour cette raison qu'on a employé la tomographie muonique. En plaçant des détecteurs de part et d'autre du réacteur, on a pu avoir une image assez précise de l'intérieur de la cuve. On a pu vérifier qu'elle était vide, et que qu'Orion, les combustibles ne se trouvaient plus à l'intérieur. Plus tard, cela a permis d'envoyer des robots en dessous du réacteur pour déterminer où était tombé le corion, et éventuellement le récupérer. Mais là, pour la récupération, ça sera sans doute dans de nombreuses années. Une autre application intéressante, les volcans. La tomographie muonique permet d'avoir une idée assez précise de la structure, la taille et de la forme de la chambre et de la cheminée magmatique, et d'ainsi pouvoir déterminer les risques d'éruption d'un volcan. Les travaux précurseurs ont été menés par Tanaka au Japon sur le volcan Asama. En 2007, il a pu obtenir la première image de l'intérieur d'un volcan en activité. À partir de 2 points de mesure, il a obtenu une image en 3D avec une assez bonne résolution de 100 mètres environ. Depuis, des études similaires ont été menées sur le Vésuve ou sur l'Etna. Et le futur de la tomographie muonique, cela pourrait bien être Mars. On pourrait en effet imaginer équiper un rover martien des appareils nécessaires afin qu'il étudie la géologie interne des montagnes de Mars, grâce au fait que l'atmosphère martienne produit vraisemblablement un flux de muons comparable à celui de la Terre. Et voilà, je pense que maintenant on a fait le tour et qu'on peut vraiment se dire à la prochaine fois. Non. Maintenant qu'on sait à quoi nous est utile un muon, on a envie de connaître plus de détails sur lui. Ah. D'accord. Tu as dit que c'était une particule subatomique instable qui apparaît en haute altitude. Mais encore... Alors, un muon, plus précisément, qu'est-ce que c'est? C'est une particule subatomique, c'est-à-dire une particule élémentaire de la matière que l'on considère comme ne pouvant être divisée en éléments plus petits. Du moins, à notre connaissance, car on s'est déjà planté par le passé. Les atomes veulent dire insécables en grec, car on pensait alors qu'ils ne pouvaient être divisés en éléments plus petits. Puis, on a découvert qu'ils étaient en réalité constitués d'un noyau et d'électrons. Ensuite, on a découvert que ces noyaux étaient divisés entre les protons et les neutrons, et enfin, on a découvert que les protons et les neutrons étaient eux-mêmes constitués de quarks. Les particules subatomiques peuvent être divisées en 3 familles de 4 particules chacune. La première famille se compose des quarks up and down, de l'électron et du neutrino électronique. La deuxième famille est composée par les quarks strange et charm, du muon et du neutrino muonique. Enfin, il existe une troisième famille composée par les quarks top et bottom, le tau et le neutrino tonique. Le muon est donc en quelque sorte l'équivalent de l'électron, mais dans la deuxième famille. Il partage nombre de propriétés avec l'électron, mais il en diffère par sa masse, qui est 207 fois supérieure. C'est pour cette raison qu'on parle parfois d'électrons lourds. Il y a une autre différence très importante, c'est que le muon n'a qu'une durée de vie de 2,2 microsecondes. Hey, bah, tu sais ce qu'une corde vocale d'adolescent dit à une autre? Non. Muon. Sur Terre, les muons sont produits dans la haute atmosphère, au moment où le rayonnement cosmique rencontre les couches supérieures de l'atmosphère. Ce rayonnement cosmique, il est principalement d'origine solaire. Il s'agit à 80% de protons, mais également des électrons, des noyaux d'hélium, des rayons gamma, etc. Quand il rencontre les premiers atomes, ceux-ci se désintègrent pour former les pions, c'est-à-dire des paires de quarks antiquarks. Mais comme les pions ont une durée de vie très faible, ceux-ci se désintègrent à leur tour pour former des muons, qui peuvent atteindre la surface de la Terre. Le muon est la principale particule qui atteint la surface terrestre. Par mètre carré, il en arrive à peu près 1500 par seconde. Ça fait à peu près 10 000 par minute. Ou alors, on peut aussi dire que toutes les secondes, un muon traverse notre main. Mais justement, il traverse notre main. Car s'il interagit assez peu avec la matière, il interagit quand même, à la différence du neutrino. Il peut donc pénétrer sur une certaine profondeur, et selon la densité et la nature du matériau qu'il rencontre, le flux de muons peut être plus ou moins atténué ou absorbé. Et c'est là que ça devient intéressant. En plaçant des capteurs sensibles aux muons, on obtient une image, ce qu'on appelle un muogramme, dont les teintes nous renseignent sur la diversité des milieux traversés. On tombe alors dans la tomographie. Hey,
Monsieur et Madame Grosfi, qui habitent à Maubeuge dans le Nord, ont un fils. Tu sais comment ils l'appellent? Non. Thomas Grosfi. Ces détecteurs peuvent être de différents types. Il peut s'agir de scintillateurs, ou alors de tubes d'aluminium contenant un gaz se ionisant lorsqu'il est traversé par un muon. Quoi qu'il en soit, il se base sur les 3 avantages offerts par le flux de muons. Le flux est constant, il est abondant, relativement par rapport aux 15 milliards de neutrinos qui traversent nos mains chaque seconde, mais tout de même. Et enfin, l'atténuation ou l'absorption est assez marquée selon le milieu traversé. Cela permet de repérer un vide qui représente 1/1000 du volume traversé. Ainsi, pour peu qu'on dispose d'un temps d'exposition suffisamment long, plusieurs semaines ou plusieurs mois, et que l'on mette plusieurs dispositifs, on peut obtenir une bonne image 3D de l'intérieur d'un volume. La tomographie muonique produit donc une image en projection du volume ciblé en enregistrant le flux de muons. Un peu à la manière des rayons X. Mais les muons étant beaucoup plus pénétrants que les rayons X, cela nous permet de mieux graphier des volumes beaucoup plus importants. Je voudrais juste rajouter un point, estimés collègues. Les muons sont une épreuve palpable, si je puis dire n'ayant moi-même pas de main, de la théorie de la relativité. Ils ont une durée de vie de 2,2 microsecondes, et ils avancent à 99,5% de la vitesse de la lumière. Pendant ce temps-là, ils devraient parcourir seulement 660 mètres, et se désintégrer avant de toucher le sol. Mais il n'en est rien. Pourquoi, chers collègues? Car cela est vrai, mais c'est vrai dans notre référentiel. Dans le référentiel du muon, les distances sont contractées dans la direction du mouvement. Si pour lui, 1 mètre est toujours 1 mètre, et une seconde, toujours une seconde, l'espace qui pour nous fait 660 mètres lui apparaît plus court, et il a le temps de le parcourir. C'est d'ailleurs pour ça que, dans notre référentiel, alors qu'il devrait avoir une durée de vie de 2,2 microsecondes, on peut les observer pendant 6,9 microsecondes. La dilatation du temps étant parfaitement compensée par la contraction de l'espace, les deux référentiels sont en concordance parfaite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à presser virtuellement le bouton à main de primate émettant des photons d'une longueur d'onde d'environ 466 nanomètres, où l'index, le médius, l'annulaire et l'auriculaire sont recourbés face à un pollex opposable dressé, symbole de sa clade, afin de marquer votre approbation et votre désir d'augmenter la diffusion de cette vidéo. Par ailleurs, je désirerais également, si vous le souhaitez aussi, et sans vouloir vous forcer, que vous transmettiez au compte de la chaîne des galettes de transformation protoneutraux-électroniques, où sur une face l'on peut voir inscrit le chiffre 2 et le nom de euro, car cela... On comprend rien. Ah bon? C'est pourtant évident. Une pièce de 2 euros est composée de 6,375 grammes de cuivre, 1,295 grammes de nickel et 0,83 grammes de zinc. Compte tenu de leurs masses molaires respectives, que vous connaissez sûrement comme nous de tête dès l'âge de 3 années terrestres, un calcul simple appris dès votre première révolution autour de votre étoile, permet facilement de déterminer le nombre de moles de chaque élément. Compte tenu de la composition de leur isotope le plus stable en protons, neutrons et électrons, que vous avez dû apprendre vers 4 ans et demi, il est extrêmement facile de déterminer le nombre total de protons, neutrons et d'électrons contenu dans une pièce de 2 euros. D'ailleurs, je fais le calcul de nez, et ça donne ça. Tout cela est très simple. Par ailleurs, 500 g de farfalle contient 71,2 g de glucides pour 100 g, soit 356 g de glucides pour 500 g. À 0,83 € le paquet de 500 g, 2 € permet d'acheter 1,204 kg de farfalle, soit 2,409 millième 6/10 millième paquet, soit 857,817 millième 6/10 millième g de glucides. Le sucre, ou saccharose, a une formule chimique brute de C12H22O11. d'une masse molaire de 342,30 g par mol. 857,817 millième 6/10 millième gramme correspond à 2,506 millième 40 millionième 3/10 millionième mol de sucre. La composition respective des atomes de carbone, hydrogène et oxygène nous indique qu'un glucide est composé de 182 protons, 160 neutrons et 182 électrons, c'est-à-dire au total 2746,694 millième 393 millionième 5/10 millionième fois 10 puissance 23 protons,
2414,676 millième 389 millionième 810 millionième fois 10 puissance 23 neutrons et 2746,694 millième 393 millionième 510 millionième fois 10 puissance 23 électrons. Une pièce de 2 € a donc un coefficient multiplicateur de transformation protoneutroélectronique vers le saccharose de 116,71 pour les protons, 89,019 pour les neutrons et 116,71 pour les électrons. Je ne peux pas faire plus simple. Et autant de glucose permet à mon estimé collègue de produire 85 kg d'ATP par jour, ce qui lui permet de se maintenir en vie, et donc de maintenir la chaîne en vie, et donc à vous de la regarder, si vous-même vous vous maintenez en vie par vos propres moyens. Je pense que c'est désormais beaucoup plus clair, et je suis la désolation dans le cas contraire. Et dans tous les cas, je suis le remerciement d'avoir vu par vous la vidéo.